Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter 5 erreurs que font encore bien trop souvent les recruteurs. C'est une vidéo qui va être principalement destinée aux personnes qui vont recruter des salariés, que ce soit des chefs d'entreprise, des cabinets de recrutement, des RH ou toute autre personne qui sont dans le milieu du recrutement. Mais ça va aussi être une vidéo qui est destinée pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui sont en train de se reconvertir professionnellement. Et là, encore pour aller plus loin dans le sujet, ça va être surtout de réfléchir et de se rendre compte à quel point le marché de l'emploi et du recrutement en France, il est de plus en plus, je trouve en tout cas déshumanisant, qu'il y a vraiment un souci dans la façon de recruter les nouveaux salariés et de voir un petit peu comment on peut faire pour retrouver un peu de bon sens et d'humanité dans tout ce marché qui est quand même de plus en plus saturé et on est de plus en plus nombreux à être, conscients qu'en fait, c'est plus possible de continuer sur cette voie-là. Erreur numéro 1, ça va être de se baser exclusivement sur le niveau d'un diplôme ou bien d'un diplôme précis. Dans beaucoup d'offres d'emploi, on va voir, niveau requis minimum bac+3, bac+5 par exemple. Ça veut dire que d'office, il y a déjà tout un tas de recruteurs qui dès qu'ils vont voir, imaginons sur un CV un bac+2, tout de suite ça passe à la trappe. Ce qui peut être vraiment dommage parce qu'il y a des fois des personnes qui ont peut-être pas le niveau de diplôme requis, mais qui ont tout un tas d'expériences professionnelles et personnelles derrière elles, qui font qu'on peut très clairement arriver presque à un équivalent du diplôme en question. Ce serait quand même dommage d'éliminer un candidat juste parce qu'il n'a pas le niveau de diplôme requis et demandé dans l'offre d'emploi et pour le poste, alors qu'en fait, cette personne, elle a tout un tas d'expériences derrière elle qui l'a bien enrichi, qui lui a donné beaucoup de force dans son parcours et qui pourrait vraiment apporter toutes ces expériences dans une entreprise et dans le poste en question, même bien plus que une personne qui aurait effectivement ce bac+3, bac+5, mais qui en fait derrière n'a pas du tout d'expérience et surtout même qui n'aime pas ce qu'elle fait. Donc pareil, cette personne-là qui aurait eu toute cette expérience derrière elle, elle aurait aussi peut-être l'aspect passion qu'un autre candidat peut-être plus diplômé qu'elle n'aurait peut-être pas. Erreur numéro 2, minimiser les profils autodidactes. Alors, aujourd'hui, on est quand même dans une ère où on a accès à énormément de connaissances, de savoir sur, différentes plateformes, hein. On a internet, on a les bouquins, on a des vidéos, on a des tutoriels, on a tout un tas de contenu et aussi qui est gratuit, qui est accessible à tous et on a aussi de plus en plus de personnes qui vont être, multipotentiels, multipassionnés, qui ont cette soif d'apprendre, de connaissances et qui en plus de ça savent très bien apprendre et se former en autonomie. Donc, elles peuvent aussi très bien développer des savoirs, des connaissances, des compétences pour tout un tas de métiers différents, mais elles n'ont, une fois de plus, peut-être pas le vrai diplôme certifiant, le diplôme d'État ou que sais-je, alors qu'en soi, elles en savent tout autant peut-être qu'une personne qui a passé les diplômes. Et en général, ce genre de profil-là, les personnes autodidactes, elles vont réussir à fonctionner déjà en autonomie. Donc ça, c'est aussi une qualité qui peut être très bonne pour une entreprise. Et en général, quand elles vont se former à quelque chose ou s'intéresser à un domaine, c'est parce qu'elles éprouvent déjà beaucoup d'intérêt pour cette activité et en plus de ça peut peut-être même devenir une passion. Une passion et quand quelqu'un est passionné, il va pas travailler de la même manière que quelqu'un qui est là par dépit, qui va faire les choses de manière automatique, limite qu'on lui a imposé et qui a presque pas choisi vraiment d'elle-même, d'être là et de faire ce poste. Donc si on prend peut-être quelqu'un qui est plutôt potentiel, qui est, autodidacte, il y a peut-être des chances pour qu'en fait cette personne soit plus opérationnelle sur un poste que quelqu'un de diplômé. Et dernier point important à ce sujet, c'est aussi qu'une personne qui est comme ça autodidacte et passionnée, elle va continuer en fait à s'instruire et à s'informer sur son sujet, même en dehors du travail, parce qu'elle aime ce qu'elle fait, elle est passionnée, du coup, pour elle, ce ne sera même pas forcément une contrainte de se renseigner et même de faire de la veille dans son milieu.
puisqu'elle a littéralement un nez dedans. Et ça, pareil, comparé à d'autres personnes qui sont là à faire une activité, à exercer un poste qu'elles n'aiment pas spécialement, elles vont se limiter à leur formation de base, plus à leur travail, mais une fois qu'elles sortent du travail, eh ben, elles vont plus continuer à poursuivre leur apprentissage. Et ça, c'est quand même dommage. Alors ça, cette erreur numéro 3, je pense que ça va être la plus importante de toute cette vidéo, parce qu'elle concerne tellement de personnes et il y a tellement de personnes qui ne supportent plus ça. Ça va être d'avoir une confiance aveugle dans les logiciels de tri de CV de candidature. Alors là, ce point-là, il concerne vraiment les recruteurs, les RH et compagnie qui vont utiliser tous ces logiciels de sélection de CV. Ça, je trouve que c'est vraiment catastrophique. Mais c'est vraiment une aberration totale que tout soit devenu automatisé à ce point-là. Parce que déjà, de base, soi-disant, c'est pour faire gagner du temps aux recruteurs, pour trouver le candidat idéal qui va correspondre au poste presque à la perfection. On va limite demander un cahier des charges pour un poste, que le candidat corresponde à tous ces points-là minutieusement pour ce poste. Et en fait, ça, c'est typiquement le genre de fonctionnement qui fait qu'on peut littéralement passer à côté d'une pépite, comme je vous disais tout à l'heure, avec une personne qui peut-être, imaginons, n'a peut-être pas forcément le niveau de diplôme requis, mais qui, pour le coup, correspondait totalement à un poste. Et d'autant plus, ce qui est problématique, c'est que ces logiciels-là, ils vont filtrer les CV à un tel point que, en fait, si votre CV, imaginons, vous l'avez fait sur Canva, parce qu'il y a quand même des présentations qui sont sympas, si vous faites, imaginons votre CV sur Canva, que vous postulez à une offre avec votre CV qui est tout beau, tout bien fait, qui est nickel, vous avez bien partagé tout votre parcours professionnel, mais le logiciel du recruteur en face, il va passer votre CV sous un scan, et du coup, ça fait que si la présentation ne rentre pas pile comme il faut pour le logiciel, eh ben, il y a plein de mots-clés qui vont passer à la trappe. On va passer à côté de plein d'informations essentielles, et du coup, le logiciel, il prend juste, en fait, ce qu'il arrange dans sa présentation. Ce qui fait que, en gros, le logiciel va prendre surtout un CV qui colle à une présentation qu'on attend. Mais franchement, je trouve qu'il n'y a pas plus hallucinant que de recruter des personnes comme ça. Ce qui fait que ça va nous emmener à un autre problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont compris comment ces logiciels-là fonctionnent. Donc ils vont se dire: «OK, ben, on va faire tout con, hein, on va se plier aux règles de la machine. On va dire: "OK, ben, mon CV, on va le remplir de telle ou telle manière pour qu'il passe bien dans les logiciels de sélection", et on va même trouver des combines pour faire en sorte que mon logiciel passe au-dessus du lot, pour vraiment être le mieux référencé pour les recruteurs. Ce qui veut dire qu'il y a aussi énormément de risques que les candidatures soient faussées, que des gens vont mettre des mots-clés, des termes qui n'ont peut-être rien à voir avec ce qu'ils ont pu faire dans leur parcours. Tout ça pour être choisi par le logiciel. Et encore une fois, d'autres personnes qui ont peut-être un CV qui va être plus authentique, plus réaliste, mais peut-être qui va être moins présenté correctement pour ce fameux logiciel je crois qu'ils appellent ça les ATS. Eh ben, on peut, voilà, peut-être qu'en fait, ce CV ne sera peut-être même pas vu et repéré par un recruteur, alors qu'en soi, le profil était exceptionnel. Ça, c'est juste pas possible de continuer comme ça. Ce qui fait aussi que du coup, imaginons le recruteur, il se dit: «OK, pas de souci, moi je fais confiance à mon logiciel, à mon ATS». Et ensuite, une fois qu'il a fait son premier tri, moi je vais repasser derrière les candidatures pour faire les entretiens, et cetera. Mais il y a encore un autre problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes, donc là, c'est pas qu'une question de recruteur, mais c'est même tout un tas de personnes dans tous les domaines qui n'ont pas une bonne capacité de discernement. Ce qui fait qu'ils vont peut-être se dire: «Ah oui, effectivement, ce profil-là, il a l'air d'être pas mal, et cetera, et cetera». Ils vont bien regarder tous les points, mais ils vont même pas remarquer et capter que le CV, pardon, c'est du pipeau. Tout a été transformé, modifié pour concevoir une fois de plus aux fameux critères de sélection. Ce qui fait qu'en fait, le recruteur va se dire: «Ah allez, ce candidat, il est bien. Je vais déjà le sélectionner pour faire un entretien de présélection, un entretien téléphonique, après un entretien physique».
Mais du coup, au final, c'est peut-être le jour vraiment de l'entretien que là, le recruteur va se dire: «Ouais, non, mais en fait, il y a beaucoup d'incohérences avec, le profil que j'avais sur mon CV, ma lettre de motivation. Qu'est-ce qui se passe?» C'est là, maintenant, la personne, maintenant qu'elle se présente, ça colle pas du tout à son profil. Ou alors il y a plein de même si c'est pas complètement à côté de la plaque, il y a quand même beaucoup d'éléments négatifs qui vont ressortir. Ce qui fait qu'au final, si l'intention première de ces logiciels, c'était de gagner du temps, de l'énergie pour faire des bonnes sélections de candidats soi-disant idéales, et ben là, on n'y est pas du tout. C'est même une perte de temps parce qu'il faut peut-être repasser encore plus derrière tous ces CV qui ont été sélectionnés, se rendre compte qu'en fait, bah, la personne qu'on a décidé de faire un pré-entretien ou un entretien, on se rend compte qu'en fait, ça va pas du tout. Donc au fait, au final, mieux vaut repasser à la sélection de candidatures à la main, comme à l'ancienne. Et dernier point aussi par rapport à cette troisième erreur que je trouve terrible, et je pense ne pas être la seule à penser ça, c'est que c'est un procédé qui est extrêmement déshumanisant. C'est vraiment on voit juste des candidatures qui rentrent automatiquement, de dire: «Ah OK, bon tiens, il y a un poste qui est en ligne», je sais pas, imaginons sur Indeed, LinkedIn, peu importe la plateforme. Il y a des CV, des candidatures qui rentrent, mais en fait, on va même plus prendre le temps d'analyser réellement la personne qui postule à notre offre. Parce que quelque part, un CV, une lettre de motivation, avant qu'il y ait tous ces logiciels de sélection, ça permettait aussi de savoir et de deviner, enfin déjà d'avoir, une première idée sur la personnalité du candidat. Rien que de sa manière de présenter un CV, d'écrire son texte dans une lettre de motivation, on arrivait déjà à voir quel potentiel, compétences elle peut avoir, quelle est sa personnalité, dans le choix des couleurs, dans la police d'écriture, même si bien évidemment on ne choisit pas une personne parce qu'il a un beau CV non plus, c'est clair que ça fait pas tout, mais ça permet déjà d'en dire très long sur à qui on a affaire. Et ça, bah, du coup, vu que tout le monde se dit: «Bon, bah, finalement, ça sert à rien que je fasse mon CV comme je faisais à l'époque, je vais passer par des logiciels qui vont refaire aussi automatiquement mon CV». Donc là, c'est pour la posture du candidat, de dire: «Bon, OK, je vais refaire mon CV par ce logiciel qui sait repérer, les logiciels des recruteurs». Et puis du coup, pouf, ça fait toujours à peu près une mise en forme, assez uniforme, qui fait que du coup, on perd énormément dans son unicité, dans son originalité, dans son propre parcours. Donc ça, c'est aussi très problématique. Erreur numéro 4, bah, se faire piéger par le physique du candidat. Et oui, ça peut sembler assez, logique de se dire: «Bah, non, on va pas prendre une personne juste parce qu'elle est belle ou que sais-je». Et bah si, en fait, aujourd'hui, ça arrive encore bien trop fréquemment. Il y a encore de nombreux recruteurs qui vont se faire piéger, de se dire: «Ah bah tiens, cette personne-là, homme ou femme, elle est très belle, effectivement, elle pourrait aussi donner une bonne image dans l'entreprise, ça pourrait donner une belle vitrine», hein, vraiment, il y a encore des personnes qui vont penser comme ça, même si je trouve que bien évidemment, c'est quand même important de prendre soin de soi, qui n'est pas de laisser aller. Mais par contre, aller jusqu'à choisir une personne exclusivement par son physique, là, il y a quand même un problème. Parce qu'il y a des personnes qui vont se limiter juste à la vitrine de la personne et bâcler quelque part, en fait, son réel niveau de compétence. Après, si par contre vous avez une personne, un candidat qui peut avoir quand même une belle présentation, heu, qui est belle, qui est beau, belle, qui prend soin d'elle et en plus de ça qui a la compétence, et bah, c'est génial, c'est formidable, tant mieux. Mais des fois, il y a quand même des moments où imaginons, vous avez 2 candidats, de minimiser et de bâcler un entretien d'embauche avec peut-être la personne qui sera moins jolie, moins apprêtée, qui par contre était, au top du top au niveau des compétences et à la place prendre l'autre personne qui est juste en fait plus belle, mais qui n'a clairement pas le niveau pour le poste. Là, ça ne va pas du tout. Mais au-delà aussi que de l'aspect apparence, esthétique, beauté, il y a aussi l'aspect, j'ai envie de dire, jeunesse d'une personne. Il y a parfois il peut y avoir des candidats qui vont peut-être faire plus jeunes que leur âge, ou alors qui sont jeunes
autant physiquement que dans leur âge, mais peut-être qu'on va pas vouloir les sélectionner parce qu'un recruteur va estimer que, bah, tiens, cette personne, elle est trop jeune, elle a pas assez de vécu professionnel ni personnel, c'est pas ce genre de personne qui va nous apprendre quoi que ce soit dans la vie, ben, parce que, voilà, elle a pas de bagage comparé à une personne qui a peut-être 20 ans de plus qu'elle, 15-20, voire imaginons même 30 ans de plus qu'elle, mais qui au final a beaucoup d'expérience professionnelle, personnelle, elle a du vécu, elle a de la bouteille. Alors oui, bien sûr, je dis pas dans la logique des choses, une personne qui, imaginons, a fait 20 ans en tant que, je sais pas, manager dans différentes boîtes, aura sûrement plus d'expérience et de vécu qu'un petit jeune de 25 ans, 30 ans. Ça, je dis pas. Par contre, pour autant, il y a des fois des personnes qui ont peut-être autant d'années d'expérience, qui ont bossé peut-être dans plein de boîtes différentes, mais qui au final n'en retirent pas réellement d'expérience au niveau humain, au niveau sagesse et maturité. C'est ça que je veux dire. Des fois, on peut très bien comparer, imaginons une personne de 25 ans, 30 ans qui va être finalement bien plus mature, bien plus sage et qui a aussi une toute autre vision de la vie qu'une personne qui aura peut-être 45-50 ans, mais qui en fait, humainement parlant, c'est une catastrophe, c'est un désastre, c'est énormément de toxicité, d'incompatibilité et de méconnaissance dans les relations humaines. Mais je dis les relations humaines, mais ça peut être encore une fois, ça peut s'appliquer à tous les niveaux, dans tous les domaines. Mais voilà, ça c'est encore beaucoup d'erreurs que les recruteurs font à se faire avoir par aussi le physique, la juvénilité, si on peut dire ça comme ça, d'un candidat. Erreur numéro 5, et du coup la dernière pour cette vidéo, ça va être d'accorder trop d'importance à la bonne présentation d'un candidat. Alors ça va quand même un peu rejoindre le point précédent, mais là quand je parle de bonne présentation du candidat, ça va être que le recruteur va vraiment prêter attention à tous les détails du candidat. De quelle manière il s'est habillé, comment il se tient, comment il parle, comment il gère son stress. Est-ce qu'il est là un petit peu à transpirer, à trembloter, à perdre un petit peu ses moyens? Et il y a certaines personnes, enfin certains recruteurs qui vont se dire: «Oh là, bah là en fait, il n'était pas habillé non plus, tip top, ce jour-là, ah non pour le poste en question, ça va pas aller». Ou on va se dire: «Bon finalement la personne elle est peut-être stressée, elle sera peut-être pas apte à vraiment gérer des situations où il y a beaucoup d'enjeux derrière et tout». Donc ça, c'est vraiment un piège. Et au contraire, il y a peut-être certaines personnes qui vont réussir à être, j'ai pas envie de dire stoïques, mais qui vont quand même réussir à avoir un grand self-control, qui vont bien savoir comment se tenir, comment parler, bien choisir les mots, bien savoir s'habiller, tirer à 4 épingles. Donc effectivement, la vitrine va donner envie, mais en fait, la personne, hormis savoir se vendre et savoir se présenter, finalement, elle n'aura peut-être pas de compétences non plus derrière. Et ça, encore une fois, c'est un piège. Il y a peut-être des personnes, voilà, qui vont être moins apprêtées, qui vont moins bien s'exprimer, mais qui en fait seront beaucoup plus opérationnelles que la personne qui sait très bien se mettre en valeur pour se vendre pour un poste. Donc, résumé de ce point-là, parfois vaut mieux peut-être sélectionner un candidat qui est peut-être moins à l'aise, mais qui est bien plus compétent qu'un autre candidat qui saura se présenter. Pour conclure cette vidéo, alors ça va faire encore un petit peu un point avec l'introduction que je vous ai dit tout à l'heure, mais je tiens quand même voilà, à rappeler à nouveau qu'on est quand même de plus en plus nombreux à constater qu'en fait le marché de l'emploi, le marché du recrutement en France, il évolue mais clairement dans le mauvais sens. On a des méthodes de recrutement qui sont de plus en plus déshumanisantes et aussi je trouve dévalorisantes par rapport à chaque être humain qui va prendre tous ces candidats qui vont prendre le temps de lire des candidatures, de postuler, de faire des CV, des lettres de motivation pour en fait finalement être recalés rapidement par des courriers automatiques, enfin par des mails automatiques plutôt, qui finalement ont à se demander si même notre candidature a été étudiée et lue par un être humain ou pas. Parce que finalement, toutes ces personnes qui vont postuler, ça pareil, on est confronté à de plus en plus de frustration, de perte de confiance en soi, se dire mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce qui a cloché? Est-ce que j'ai mal fait mon CV, ma lettre? Est-ce que c'est moi en fait qui mon parcours il est complètement
hors sujet, il y a la ramasse totale avec ce qu'on me demande peut-être. Donc tout ça, ça va rester aussi tout un tas de questions sans réponse qui, pour le coup, encore une fois, on va même plus accompagner profondément l'être humain. Et encore, là, je parle des réponses automatisées de refus, mais je parle même pas des personnes qui, en fait, n'auront jamais de réponse du tout à leur candidature. Et j'ai même envie de dire, il y a aussi les candidatures, on va répondre automatiquement, dire bon, ben, nous sommes navrés, votre candidature n'est pas retenue. Et des fois, ils n'expliquent même pas pourquoi. Même pas. C'est juste ok, on vous refuse, mais on comprend pas. Problème d'expérience, problème de localisation, problème d'organisation, un mystère. Donc là, c'était plus pour l'aspect, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, mais j'ai aussi envie de dire, même pour le côté des recruteurs, parce qu'attention, hein, je veux pas non plus tirer sur chaque recruteur qui fait son travail aussi, parce qu'il y a aussi énormément de recruteurs, ben, en fait, qui, voilà, hein, ils veulent garder leur boulot, ils veulent pas non plus remettre en question tout ce que on leur dit de faire, et qui vont s'adapter encore et encore aussi, ben, à toutes ces technologies, modernisation, mais du coup, ça fait qu'on va aussi rentrer dans une course effrénée à il faut impérativement trouver le bon candidat le plus rapidement possible. Il faut gagner du temps, il faut gagner de l'argent, etc., etc. Donc en fait, on est aussi dans cette quête de toujours produire plus, d'aller plus vite, de trouver encore mieux, encore et encore. Ce qui fait qu'en fait, bah, finalement, les recruteurs aussi, certains ne vont peut-être même pas se rendre compte, mais ils vont aussi alimenter tout ce système du coup aussi de déshumanisation des candidats, mais eux-mêmes vont s'oublier, se mettre entre parenthèses pour, pour survivre, pour pouvoir garder leur poste. Donc en fait, quelque part, qui est gagnant dans l'affaire? En fait, au final, quand on va prendre du coup le parti des demandeurs d'emploi et des recruteurs, et ben il y a quand même, je trouve, une espèce de sentiment de ras-le-bol généralisé. C'est ça aussi qui est pénible et qui est difficile à voir, mais en fait, bah, vu que plein de personnes finalement se disent: «Bah oui, mais j'ai pas le choix pour trouver du travail, il faut absolument que mon CV, il passe dans les critères de sélection des recruteurs et tout», et ben, au final, qu'est-ce qu'on fait? On va courber les chines. On va courber les chines et se dire: «Bon, bah, tant pis, ça me fait chier, j'ai pas le choix, si je veux au moins que mon CV ou ma lettre soit lue, et ben, je vais me plier aux règles, je vais me plier à la modernité», façon de parler. Du coup, bah, ça va amener en fait de nouveau à on accepte l'uniformisation, pardon, c'est dur à dire, des candidatures. On est prêt à couper et à se couper véritablement de qui nous sommes, de notre personnalité, juste pour correspondre à des critères pour des logiciels. Donc en fait, des fois, moi je trouve que c'est intéressant parce que même dans des anciens postes où je travaillais, des fois j'avais des personnes qui venaient donner leur CV en main propre. Ils disent: «Tiens, est-ce que vous pouvez donner mon CV au patron ou à la patronne?» Et c'est vrai que moi-même, même si c'était pas moi qui choisissais, les candidats à ce moment-là, je prenais le CV et je me disais tout de suite: «Ah bah tiens, je vois aussi si la personne qui m'a donné le CV, et que j'observe un petit peu son CV, j'arrive à voir effectivement si, la personnalité, elle est cohérente ou pas avec le papier qu'elle me donne». Donc il y a aussi cette approche, moi je trouve aussi que c'est bien et mieux quand on peut encore donner son CV en main propre, de voir comment est la personne, comment elle s'est présentée, comment elle s'exprime, qu'est-ce qu'on a pu ressentir avec elle lors de ce petit moment d'échange et de partage, plutôt qu'en fait d'être tout le temps, toute la journée derrière un ordi, de recevoir des candidatures à l'appel. Je dis pas, je comprends aussi les recruteurs qui en fait se disent: «Bah, pour gagner quand même du temps et de l'énergie, je peux pas me permettre de tout regarder page après page chaque CV», mais moi j'incite quand même. Je trouve que c'est très, très important et aussi pour le monde dans lequel on veut évoluer, de se dire: «Bah, en fait, on a quand même des êtres humains derrière ces bouts de papier, en fait». Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se décide: «Bon allez tac, 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 on passe tout à la chaîne», presque comme à l'usine, mais cette fois c'est presque plus de l'usine administrative, et c'est tout un manque de considération de l'être humain qui est très problématique. Et du coup, je trouve ça tellement malheureux de voir tous ces candidats qui finalement, bah, se coupent d'eux-mêmes pour se dire: «Ben, tant pis, je m'en fiche, d'avoir un peu mon univers à moi», même dans ma candidature, même si c'est pas grand-chose, je dis pas, mais c'est quand même une part de soi qu'on montre quand on présente une lettre ou un CV.
qui fait que si on décide de dire: «Bon, bah, allez, je laisse à même, je sais pas, à ChatGPT, à des IA, de refaire mon CV pour qu'il colle à des critères», et ben, encore une fois, c'est plus nous, en fait, c'est plus nous qui sommes à l'origine de cette petite vitrine de nous. Au final, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça fait que, un demandeur d'emploi en recherche de travail, et ben, il va peut-être quand même alimenter, bah, ce système qui, encore une fois, moi je dis toujours, hein, si on est assez nombreux à vouloir arrêter de comment dire? Qu'on a envie qu'un mode de fonctionnement, qu'un système s'arrête, il faut quand même qu'on soit suffisamment de nombreux résistants qui décident de dire: «Eh oh, mais en fait, ça j'accepte pas en fait. Ça je suis pas d'accord. Je veux pas qu'en fait l'être humain il s'arrête à ça. Je veux pas peut-être non plus travailler dans une entreprise qui traite l'humain de cette manière-là aussi». Parce que ça veut aussi tout dire, hein. Si finalement vous postulez à une entreprise qui fonctionne comme ça, je dis pas, peut-être qu'ils vont être très agréables avec les êtres humains avec qui ils vont travailler, mais des fois moi je trouve que ça en dit quand même aussi long à se dire: «Bah, finalement, le patron derrière, est-ce qu'il a quand même une éthique? Est-ce qu'il prend réellement les besoins de chaque être humain dans son entreprise en compte? Ou est-ce qu'au contraire, il est plutôt dans une mentalité assis à se dire: «Toujours plus, on travaille plus, on s'en fout de tes besoins, de tes envies, machin, il faut produire, produire, il faut faire du rendement». Réfléchissez à ça aussi. Et bien sûr, bah, les recruteurs aussi, hein, comme je disais, hein, ça va dans les 2 sens. Bah, les recruteurs aussi, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont jouer le jeu parce que comme je disais, peut-être que pour être sûrs de garder leur travail, ils vont continuer à s'adapter à toutes ces évolutions, même si pour moi, je trouve que c'est pas forcément de l'évolution dans le bon sens. Hem Et puis voilà, ou alors il y en a aussi certains qui au contraire vont se dire: «Ah bah, c'est génial, moi je vais recruter comme ci, comme ça je fais du chiffre, j'augmente mon carnet de contacts» et cetera et cetera. Donc en fait, bon alors ceux-là, bah, par contre ça me pose extrêmement problème. Ça veut dire qu'eux, d'une part, ils vont jouer dans le système, de 2, bah, en fait, ils se sont complètement fait laver le cerveau à trouver ça pas choquant, à trouver ça normal de recruter et faire des choix de sélection de candidats de cette manière-là. Ça c'est affreux. Et sans oublier aussi, bah, certaines personnes qui vont, comme je disais, jouer le jeu, travailler de cette manière-là, mais en fait, qui vont même plus remettre en question, ce mode de fonctionnement, bah, parce que c'est leur routine, c'est leur train-train quotidien. Donc, elles vont même plus se remettre en question sur leur manière de travailler, leur capacité aussi à discerner. Il ne va pas réellement bien se faire, bien s'aiguiser parce que vu qu'on va dire: «Bah, non, c'est bon, le logiciel, il a bien fait sa sélection, moi je peux lui faire confiance. Moi, c'est bon, je me pose pas trop de questions non plus». Bah, finalement, qu'est-ce qu'il fait le recruteur? Il va pas non plus travailler correctement sa capacité à discerner et à voir si le candidat va être, cohérent avec ce qu'il a écrit sur son CV le jour d'un entretien. Pour remédier à toutes ces problématiques, donc si vous vous reconnaissez dans tout ce que j'ai pu vous partager dans cette vidéo, que si vous êtes là actuellement en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle, si au contraire vous êtes, un chef d'entreprise, vous tenez un cabinet de recrutement, vous êtes, un RH ou tout autre, secteur du recrutement, et bien pour les personnes en recherche d'emploi ou en reconversion, moi, ce que je peux faire pour vous aider aussi, je propose des accompagnements, bah, pour vous aider à retrouver confiance en vous, à améliorer peut-être votre communication verbale et non verbale, qui peut vous servir aussi pour vous valoriser lors d'un entretien d'embauche, que ce soit par téléphone ou en présentiel. Puisque ça, c'est clair que c'est aussi, bien évidemment, on parlait des compétences spécifiques à un poste, mais c'est aussi très important de savoir quand même se vendre, se mettre en avant. Enfin, j'aime pas dire se vendre, mais se présenter, savoir se mettre correctement en avant pour créer un bon lien de confiance et de sécurité avec votre recruteur et aussi donner, bah, forcément envie à un recruteur de vous choisir vous, parce que vous êtes bon dans ce que vous faites et en plus ça, vous savez vous présenter. Donc moi, je peux vous aider à vous accompagner, voilà, dans tout ce qui est, comme je vous disais, communication, travail sur votre posture et aussi pour tout ce qui va être gestion du stress et gestion des émotions. Et ça peut aussi être de l'accompagnement, bah, justement, si actuellement vous êtes confronté à de nombreux refus, vous êtes frustré, que ça vous impacte dans votre confiance en vous, que vous vous confrontez à peut-être de la frustration, de la tristesse,
heu, voilà, toute cette période de transition n'est pas facile à gérer, bah, je peux aussi vous aider pour vous aider à traverser cette transition de la meilleure des manières et avancer ensemble pour qu'on arrive peut-être à concrétiser vos projets professionnels. Et concernant du coup les chefs d'entreprise, les recruteurs, les cabinets de recrutement et cetera, donc pareil, si vous vous êtes reconnus, dans cette vidéo, si vous avez pris conscience en fait de ce qui se passe aussi dans vos métiers et que vous vous rendez compte qu'en fait, bah, l'être humain il est mis à côté, qu'on rentre dans cette quête de productivité et qu'en fait vous vous dites: «Bon bah OK, peut-être qu'on a essayé de faire des sélections de candidats comme ça de manière automatique, enfin, pas de manière automatisée directement, mais avec des logiciels pour nous aider à trouver des candidats idéaux et en fait, on se rend compte que, bah, c'est peut-être pas si efficace que ça, que nous, on a peut-être envie en tant qu'entreprise de se démarquer des autres entreprises en disant que, bah, oui, nous, en fait, on prend le temps d'examiner chaque candidature, qu'on a envie de prendre le temps de rencontrer les personnes qui postulent avec nous, par téléphone ou en présentiel, mais qu'en fait, on sait bien que derrière cette candidature, il y a un être humain derrière, qui a un parcours de vie, qui a des expériences professionnelles et personnelles, que peut-être son parcours qui va être original et unique, va pouvoir être une plus-value dans notre entreprise. Et que aussi, vous avez envie de vous faire accompagner pour ne plus vous faire avoir pour des potentielles fausses candidatures, des faux CV, de perdre du temps en fait à faire des entretiens avec des personnes qui vous ont menti, qui vous ont vendu un joli CV, une belle lettre de motivation, mais de se dire: «Bah, en fait, ah non, il y a eu un problème. Il y a eu un problème lors du choix de la candidature pour notre poste». Donc voilà, si vous avez besoin d'aide pour gagner du discernement dans le choix de vos candidats, dans le tri de vos CV, savoir si en fait le candidat lors d'un entretien physique, est-ce qu'il est digne de confiance? Est-ce que je peux le croire? Est-ce que finalement il est réellement adapté au poste en question? Eh bien moi aussi je peux vous accompagner lors du choix de vos candidats, que ce soit dans la sélection de CV, que ce soit pour, le jour de la sélection d'un candidat lors de recrutement. Voilà, moi je suis aussi disponible pour ça. Si vous voulez aussi en savoir un peu plus sur les différents domaines dans lesquels j'interviens, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser dans la vidéo, mais je suis analyste comportementale et moi je suis complètement passionnée par les modes de fonctionnement de l'être humain. Je trouve ça tellement beau, riche et aussi complexe, mais de me dire qu'en fait, bah, l'être humain, il a tellement de belles ressources en lui et je trouve qu'aujourd'hui dans cette ère, qui est, très tournée vers, les technologies, l'intelligence artificielle et ben, on en arrive à oublier toute cette beauté, cette richesse de l'être humain. Donc si cette approche vous parle, vous appelle, si cette vidéo résonne en vous et ben, n'hésitez pas aussi à consulter mon site internet www.julia-du6minardi.com ou bien me contacter aussi par mail pour qu'on puisse échanger si vous avez des questions à l'adresse contact@julia-du6minardi.com et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.